Salut tout le monde, bienvenue à TV Laval Nouvelle. Salut! 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 Hey, on commence tout le temps. On commence. Ben oui, c'est correct. Un peu de sérieux, j'ai l'air pas sérieuse. C'est inspiration de belles choses quand même durant la prochaine émission. Quand on rit, il y aura évidemment des sujets un petit peu plus sérieux, mais d'autres évidemment plus légers avec cinéma avec Nicolas Vincent Poirier. Tout à fait. On parle de finances avec Monica Tchoukassi que je vais aller rejoindre dans quelques instants. Et comment économiser? Alors ça va nous faire du bien à tous. Mais parlant de finances, juste avant, est-ce que tu t'es laissé peut-être avoir, tu sais, genre de travailler... peut-être Non, on ne coupe pas. On ne coupe pas? OK, on ne coupe pas, parfait. Bref, ce que je m'en allais dire, c'est que je m'en allais te mentionner, est-ce que tu t'es laissé happer par le week-end fou, je vais le dire comme ça, parce que je vais englober tout le week-end, le week-end dernier, avec, tu sais, tu travailles peut-être 5 heures à 25$ de l'heure, mais tu décides de prendre congé pour aller finalement sauver 50$ dans un magasin? En fait, non, j'ai pas été magasinée, Okay. mais je me suis laissée avoir hier faire une giga promotion d'une compagnie de téléphone bien connue en forme de pomme, qu'on ne nommera pas. Ouais. Ouais, je me suis acheté un. Et d'ailleurs, ils ont copié leur nom sur les Beatles. Mais ça, c'est une autre affaire. Et puis, par contre aussi, c'est que la chose aussi, c'est que là, je cherche encore mon mot. Alors, c'est une introduction incroyable. Incroyable! Qui va rester. Et là, c'est le signe, finalement, quand je cherche mes mots comme ça, que Vendredi fou, c'était peut-être encore fou aujourd'hui, cette semaine aussi. Tu t'es laissé emporter. Moi, je me suis laissé emporter, finalement. Écoute, même si Vendredi fou, c'est un nom, pour moi, d'une disco mobile. Quand on avait un partant 6e année, puis qu'on avait un orange croche comme moustache, que c'est la seule chose. Bon, je trouve que Vendredi fou, ça a l'air d'un nom de soirée de disco mobile de 1989. Là, à cause de nos balivernes, il va falloir tout couper nos entrevues, mais en tout cas, je te laisse faire tes nouvelles super vite. Tu iras comme en vitesse plus rapide. Moi, je vais aller rejoindre Monica. Je reprends un peu de crédibilité en lisant les nouvelles. Bonne chance! Alors, merci beaucoup. T'es très gentil. Merci de m'encourager. Alors, voici le segment nouvelle avec les présumés vendeurs de stupéfiants arrêtés. Une opération policière qui a été effectuée sur le territoire de Laval et à Saint-Eustache le 22 novembre qui a mené à l'arrestation de 8 hommes et 2 femmes. C'est 10 personnes finalement qui sont soupçonnées de possession et trafic de stupéfiants. Elles ont été épinglées dans le cadre du projet Ariel débuté en juillet durant lequel c'est une douzaine d'acteurs de l'organisation qui ont été identifiés, fait savoir les affaires publiques de la police de Laval. Au début du mois de novembre, une d'entre elles avait été victime d'une agression armée, confirmant la présence d'environ 85 000 de diverses drogues. C'est ce qu'on rapporte à sa résidence. L'opération de mercredi a été le fruit de 7 mandats de perquisition alors que 6 véhicules ont été saisis. Et sur les personnes arrêtées, 8 sont toujours en détention au moment de vous présenter ces nouvelles et qui ont comparu aussi justement le 23 novembre. Les 2 autres ont recouvré leur liberté par sommation. La police de Laval a fait connaître le bilan de la saisie. Cannabis, méthamphétamine, cocaïne, ecstasy, crack, comprimés connus, Viagra, Xanax, une somme aussi de 13 000 $, 2 armes à impulsion électrique, donc taser, ainsi que des faux documents ont aussi été saisis. Perquisitionnés. Homme arrêté après avoir incendié 3 bâtiments des patrouilleurs de la police de Laval qui ont interpellé un individu tout juste après que ce dernier eut tenté de mettre le feu à 3 structures abandonnées situées. C'est autour du 2359, rendu au François, près du boulevard Robert-Bourassa, dans l'après-midi du 21 novembre. C'est un poste de commandement qui a été déployé en attente des enquêteurs afin de faire la lumière sur cette étrange affaire. L'appel au 911 a été fait à 12h43 pour un feu touchant une bâtisse abandonnée sur la route. Les pompiers ont été prévenus par des policiers qu'une arrestation venait de se produire, l'incendie étant de nature criminelle. Et après avoir traversé, puis observé plutôt de la fumée sortant d'un garage et d'une maison ancestrale désaffectée, les pompiers ont découvert le même type de foyer d'incendie. 2 endroits des bûches déposées sur un matelas. Une intervention a également été rendue nécessaire de l'autre côté du rang Saint-François. Il semblerait que le suspect a aussi voulu mettre le feu à un ancien poulailler en utilisant cette fois de la paille. Les risques de propagation, on peut comprendre, étant minimes, le contrôle de la scène a été finalement très maîtrisé rapidement. On ignore encore les motifs qui ont poussé cet individu à poser un tel acte et quels seront les chefs d'accusation au moment de vous présenter ces nouvelles qui pèseront sur lui. Alors, je me dirige vers Monica et bien sûr... Hey, j'ai fait ça, merci! Hey, puis on a le décor en plus sapinage. Oh, ben oui, c'est vrai. Je vais juste... Ça embaume. Tout à fait. Au lieu de dire, évidemment, de la chanson, ça embaume le studio. On est avec la magnifique Monica. Salut, Monica. Salut, la Monica. radieuse, Monica. Content de te retrouver. Ici pour nous aider dans nos finances. Oui. Douteuses. Oui. Douteuses, disons. Ben, peut-être... Chambranlantes parfois. Oui, mais en même temps, nécessaire parfois aussi. Dans nos façons, de consommer. Parfois, je pense qu'on peut
peut-être couper à certains endroits. On peut s'aider. Puis tu es là pour nous en parler aujourd'hui. Parce que dans le fond, on peut économiser sans trop se priver, juste en faisant attention. Premièrement, c'est sûr que si vous faites un bilan de vos dettes, vos avoirs aussi, ça, c'est déjà une bonne chose. Savoir à quoi s'en tenir. C'est quoi qu'on paye chaque mois, toutes les dépenses, les écrire, puis ça nous fait prendre conscience. Quand ça passe dans le compte aussi. Parce que maintenant, avec Internet, c'est les prélèvements souvent automatiques des compagnies de télécommunications et autres. Le mieux, c'est quand c'est au moment de vos payes, là, c'est toujours le meilleur moment. Et prendre conscience de notre plus grande dépense, peut-être. Oui, aussi. On a tout un petit point faible. Déjà, de faire affaire avec un conseiller pour vous aider, déjà, on sait que si quelqu'un a économisé par lui-même 93 000, bien, il va avoir économisé 193 000 avec un conseiller. Puis ça, c'est des faits de l'Autorité des marchés financiers. Fait que c'est pas mon opinion, c'est la réalité. Et de souvent, parce que tu nous as déjà parlé de ça par le passé, de souvent revoir auprès de nos compagnies, de téléphone cellulaire, chaque année, Internet, on change souvent les forfaits. Alexandre, si je te donnais 50 $ pour magasiner toutes tes choses là, pour 1 heure, qu'est-ce que tu ferais? $50 c'est pas pire. Ah, bien, c'est clair que moi, j'appellerais ma compagnie de télécommunications. Alors, normalement, c'est minimum ce montant-là que tu pourrais aller chercher. Assurance auto et habitation aussi, ça peut fluctuer, même si on prend à la même compagnie, des fois. Oui, parce que dépendamment des dégâts qu'ils ont eu, des sinistres qu'ils ont eu à répondre, bien, à ce moment-là, ils vont changer leur tarification. Et si tu es parmi les types de sinistres qu'ils ont eu, bien, tu vas vivre une tarification supérieure. Alors, ça vaut vraiment la peine, même à n'importe quel moment, chaque année, minimum, de refaire. Assurance. Oui. J'ai sauvé $200 grâce à ton conseil, d'ailleurs. C'est ça, Vidéotron, Bell, même au niveau de vos cartes de crédit, de regarder, il y a des cartes de crédit qui sont plus intéressantes. Des fois, ils peuvent vous donner des points. D'ailleurs, utilisez comme il faut les cartes de points. J'ai eu 200 $ de pharmacie gratuite grâce à une carte. Puis, dans le fond, j'achetais tout simplement, je ne faisais rien de spécial. C'est le fun, des fois, avoir les points quand on dépense sur notre carte de crédit. Peut-être faire attention, par exemple, il y a certaines... j'ai lu un article récemment, là, puis tu sais, certaines cartes ne rétribue pas assez, finalement, l'acheteur, le consommateur. Mais pas juste ça, il faut le faire intelligemment. Des fois, il y a des moments où ça maximise le nombre de points. Donc, c'est de bien utiliser à ce niveau-là. Mais bon, juste avant que tu continues, est-ce que tu nous conseilles de payer quand même en liquide ou en carte de crédit? Parce qu'on dirait que c'est plus facile. Quand tu payes en liquide, tu prends vraiment conscience de l'argent que tu La pile, on ne la voit pas, l'argent. Elle est déposée automatiquement dans notre compte. Elle sort, on ne la voit pas. C'est virtuel, donc on n'a pas l'impression, on n'a pas de choc émotif. Mais quand tu as 200 $ sur toi, puis qu'après 2 jours, il te reste 10 $, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai dépensé? Que j'ai dépensé, puis pourquoi je l'ai fait exactement? Oui, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça, c'est toujours la question. Et d'ailleurs, tu amènes un bon point parce que, Amélie, parce que là, c'est sûr que l'approche du temps des fêtes. Et là, les gens, on en a parlé dans l'introduction de l'émission, c'était le Cyber Monday, c'était également le Vendredi fou, Week-end fou. Et justement, dans cette ère où on achète des cadeaux, on paye souvent avec les cartes de crédit. Et il arrive toujours ce même problème à chaque année. Les gens n'arrivent pas à payer en janvier leur carte de crédit. Ça coûte cher le temps des fêtes. Oui, mais en même temps, on s'impose ça. Il y a vraiment... On s'impose si tu utilises le Black Friday, il faut que tu l'utilises comme il faut. Sinon, c'est parce que des fois, tu as je sais pas moi, tu as une télévision qui est moins chère, mais c'est une 2014, c'est une 2015, c'est pas une 2017. Alors, dans le fond, c'est normal que tu la payes moins cher. Moi, j'ai acheté des billets de théâtre à moitié prix, mais je savais que c'était le plein prix. Normalement. Mais c'est de valider aussi de voir. Tu sais, souvent, il y a des assurances, c'est-à-dire que tu payes, par exemple, sur un item électronique, une assurance une assurance solde, une assurance Non, ça, c'est... Il faut faire attention. Mettre cet argent-là de côté. Bien, c'est tous des petits 5 $ qu'à un moment donné, si tu prends une assurance vie sur, je sais pas moi, ta voiture, mais c'est parce que si tu as une assurance vie, tu peux mourir juste une fois. Il faut arrêter de capoter aussi puis d'assurer nos assurances. À un moment donné, ayons confiance en la vie. C'est ça, c'est ça. Puis, tu peux t'abonner aussi, tout à l'heure, tu parlais de produits biologiques, mais il y a des sites web pour regrouper les gens, regrouper les achats.
Donc, ça vaut la peine de faire des recherches dans l'Internet. Les gens se regroupent pour payer moins cher certains produits. Puis on veut encourager tu sais, le local, on veut encourager aussi, c'est sûr, nécessairement toutes les chaînes de magasins ici, là, dans les grandes surfaces, mais parfois de magasiner en ligne, on sauve de l'argent. C'est clair. C'est clair qu'on sauve de l'argent. Il faut quand même, en tant que consommateur... Il faut lire les conditions. Toutes les entreprises où tu en as des 2 pour 1, où tu as des escomptes, là, on les connaît très bien. Mais toutes ces entreprises-là, des fois, il y a des conditions d'utilisation pour le service. Alors, tu peux louer l'hôtel, mais seulement entre telle date et telle date, puis seulement tel soir. Alors, moi, j'ai donné un cadeau comme ça pour un truc de parachutisme. Et finalement, mon fils ne l'a jamais utilisé parce qu'il y avait toujours des conditions. Puis finalement, on est rendu 3 ans plus tard. Il n'y en a plus envie. C'était chaud. Alors, c'est 200 $ que j'ai mis dans la poubelle. Fait qu'il n'y avait plus d'économie. Malika, il faudrait que tu viennes nous voir la semaine on va prochaine se reparler de toute pour façon avant les continuer. fêtes dans 2 semaines. Donc, merci. Merci ça me fait beaucoup. plaisir. Nous sommes avec Jean-Sébastien Bourré, écrivain, qui a écrit le livre Transition, qui parle du combat des personnes trans et puis où est-ce qu'on en est rendu en 2017? Ça va bien, Jean-Sébastien? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Donc, tu es le conjoint de Jasmin Roy, qu'on connaît tous pour son travail au niveau de la communauté homosexuelle partout au Québec. Et puis, là, tu as écrit ce livre-là qui est très complet, 470 pages, rempli, c'est pas juste des anecdotes, c'est vraiment principalement de la donnée pure et dure. De la recherche. La absolument. recherche, etc. Et se rendre compte qu'il y a à peu près seulement 9 des Canadiens, donc sur une population de 30 millions, il y a 9 des gens qui ont transigé ou connaissent une personne trans. En 2017, comment tu vois ça? Le combat est Bien, moi, ce que je vois, mais... c'est qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire, d'éducation, parce que moi, ce que je constate quand je parle avec des gens cisgenres comme moi je suis pas trans, on est cisgenre, c'est un mot que j'ai appris puis que j'espère que les gens vont s'approprier parce que c'est un mot qui est quand même important. Moi, je trouve qu'il vient normaliser un peu la communauté trans dans le monde. Tu sais, avant, on avait les trans, puis on avait l'homme, la femme, là. Ouais. Mais maintenant, je trouve que c'est bien, on a l'homme, la femme cisgenre, l'homme, la femme trans, puis on a les non-binaires à côté, bien, qui font partie de cette communauté-là. Là, je dis à côté, c'est pas le bon mot, mais vraiment, on a toute cette communauté-là, en fait, qui est une seule communauté. On est des êtres humains. Puis pour moi, c'est important d'être un collectif qui se parle des vraies choses, qui fait de la sensibilisation et de l'éducation. Et dans ton ouvrage, la préface est écrite par Michel Blanc, qui est une personne trans qu'on voit souvent dans les médias. Absolument. C'est l'équivalent de la Caitlyn Jenner québécoise. Probablement. Qu'est-ce que tu crois qui est le combat principal présentement? Oui, sensibiliser les gens, mais tout à l'heure, Ordon, tu me parlais qu'il y a un manque de modèles là, criants en plus. Là. Donc, oui, il y a des modèles, des Caitlyn Jenner, etc., mais c'est pas nécessairement la description type d'une personne trans. Non, bien en fait, même au-delà de ça, il y a le sondage CROP Fondation Jasmin Roy qui est sorti, qui indiquait que chez les communautés LGBT, un très grand pourcentage, un très fort pourcentage ne se reconnaît pas dans les modèles qui sont donnés, que ce soit dans une émission de télé, de fiction. On manque de modèles, que ce soit un lecteur de journal, que ce soit un journaliste. Ça en prendrait davantage. Et je pense que chez les trans, chez les intersexes, ça va être important de trouver des gens. Il y en a plein, il y en existe plein. J'ai une amie, moi, qui est une actrice dont la carrière est en train de monter en flèche, qui est très talentueuse, qui est trans, mais je pense qu'au-delà de l'étiquette trans, ça reste une personne qui a un talent. Puis je pense que c'est ça qu'il faut amener dans le monde. Est-ce que tu crois que l'équivalent, ça serait le pendant la représentation des homosexuels à la télévision dans les années 60-70, où c'était tout le temps la fofolle ou la butch? Bien, il y en a encore un peu. Il y en a encore beaucoup, oui, ces stéréotypages-là. Ça ne correspond pas à toute la communauté. tout. C'est pas parce que tu es gay que tu es nécessairement féminin. Non. Puis, je veux dire, il existe toutes sortes de façons d'être. Puis même chez les hétéros, il y a des gens plus efféminés. Tout à fait. Ça existe. Puis, je veux dire, on les montre pas nécessairement. Tout à fait. Et puis, toi, tu es un passionné des droits de l'homme. C'est ton 3e ouvrage, il faut le mentionner, c'est pas rien. Toi, ce qui se passe présentement, est-ce que tu es en contact avec la Fondation Jasmin Roy? Est-ce que vous êtes en contact avec... avez-vous un volet pour les personnes trans, queer, ou c'est vraiment les personnes homosexuelles pures et dures, si on veut, le traditionnel?
Et sinon, à qui référez-vous les personnes qui sont en aide parce que ces gens-là ont besoin d'aide? Absolument. Bien, c'est sûr que la Fondation de Jasmin, j'y travaille moi un peu. Je fais des projets. J'ai fait un guide sur la violence et l'intimidation à l'école. C'est un guide d'information pour les parents. Les mots-jeux à l'automne, qui est un beau jeu d'émotions pour les 3 à 7 ans, pour apprendre à nommer son émotion, comment on se sent et trouver un besoin qui va être associé à ça pour gérer son émotion. Parce qu'on se rend compte que les enfants dans les écoles, moi j'enseigne, puis souvent, gérer une émotion, ça peut être très complexe. Ouais. Je travaille avec des communautés culturelles. C'est pas quelque chose qui est acquis chez tout le monde. Là. Tout à fait. Mais sinon, pour la Fondation, bien, en fait, c'est pas un organisme LGBT. Hein. C'est plus largement le harcèlement en milieu scolaire. Donc, toutes les formes, que ce soit chez les filles, chez les garçons, l'homophobie, il aborde tous ces volets-là. C'est certain que c'est pas une fondation qui a une aide directe. La Fondation est là pour aider les milieux scolaires à s'organiser, faire des représentations, travailler auprès du gouvernement. Il y a des implications avec différents ministères qui sont très intéressantes pour monter des outils, créer, donner des formations. Et il réfère toujours à des aides comme Jeunesse J'écoute, l'aide aux trans du Québec quand il y a des besoins. On reçoit moins, je dirais, à la Fondation de courriels de personnes trans, par exemple. OK. Et puis, dans ton livre, tu parles beaucoup, tu fais la différenciation qui est très importante entre une personne qui est trans, une personne qui est transgenre, une personne qui est transsexuel, travesti, cisgenre, intersexe. Il y a vraiment un inventaire. On dirait que les nomenclatures pour la sexualité ne cessent d'augmenter, mais ça a toujours été, c'est juste que le lexique change un petit peu. Puis d'ailleurs, dans ton livre, tu as un lexique là, qui est bien rempli de toutes les expressions courantes, si on veut. Absolument. Qu'est-ce que tu crois qui serait la chose pour quelqu'un qui n'a jamais vu une personne trans, qui s'imagine encore que c'est un type dans une robe ou une fille qui se la joue, là? Absolument. Qu'est-ce qui a été, toi, ta vision de la chose qui a changé de faire « Wow, j'ai rencontré une personne trans, puis je fais comme... » C'est rien à voir avec ce que je croyais. C'est quoi le stéréotype que tu aimerais démolir là, le plus? Là? C'est beaucoup la question de l'apparence. Moi, c'est drôle parce que j'avais abordé au début en rencontrant quelques personnes trans. Je leur demandais, donc, tu as eu ta transition. Ça a été quoi? Qu'est-ce que tu as gardé de... Mettons que je parlais d'une femme trans, je lui disais, qu'est-ce que tu as gardé de ta vie d'homme d'avant? Puis finalement, il n'y a pas de rupture entre les deux. Tu as toujours été une personne. Une continuité. Tes loisirs ne changent pas, tes envies ne changent pas. Tu restes la même personne. Il y a juste un changement de sexe, de nom. Là, il y a une habitude à faire. Sophie Durocher me demandait en entrevue l'autre jour à la radio, on parle beaucoup d'apparence. Hein? Puis je pense que l'apparence, bien, il faut aller au-delà de ça. On a souvent parlé dans la société ou même à l'école, il y a des cours comme éthique et culture religieuse qui parlent aux élèves de se dire, bien, une personne qui est belle, une personne qu'on trouve moins belle, c'est une question de valeur, c'est une question de goût, c'est personnel. Là, c'est notre société qui est gérée par les médias, si on veut. Absolument. Puis je pense que pour les personnes trans, il y a certains stéréotypes. On va voir des choses, des apparences plus ambiguës des fois. Ouais. Puis je pense qu'il faut savoir aller au-delà de ça, puis faire une éducation qu'on n'a pas à rire de personne. Il y en a qui ont l'air de certaines personnes. Tu sais, Manon Massé, qui est de Québec solidaire, qui n'est pas trans, a une certaine apparence. Oui. Bien, en tout cas, moi, je pense pas qu'elle est trans, mais je j'ai pas vu ça. Il faudrait lui demander. Mais je vois énormément de commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux, probablement juste parce qu'elle a quelques poils au visage. Ouais. Je trouve ça dérangeant. OK. Parce que je peux pas croire qu'on est encore à ce stade-là. T'sais, on fait de la politique pour la population. Je pense qu'elle est très impliquée dans sa communauté, dans son comté. Je l'ai vu aller. C'est quelqu'un de très aimable, de très engagé. Puis je trouve ça louable. Puis je trouve ça dommage qu'on ait des gens qui veuillent toujours s'attaquer au physique. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Tout à fait. C'est un message que je lance dans mon livre. Bien, écoute, donc, Transition par Jean-Sébastien Bourré. C'est aux éditions Marcel Broquet, nouvelle édition. Donc, merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir. Et puis, le combat continue. On espère. Merci. La nouvelle juge Ariane Guérin siège maintenant donc à la Cour municipale de Laval. La ministre de la Justice du Québec, Stéphanie Vallée, qui a annoncé le 21 septembre la nomination d'Ariane Guérin au poste de juge de la Cour municipale de la ville de Laval. C'est dans le cadre d'une courte cérémonie d'ailleurs qui s'est déroulée le 20 novembre dans les locaux de la Cour municipale que la juge Guérin a été présentée officiellement. Madame Guérin est détentrice d'une licence en droit civil et d'un baccalauréat en common law de l'Université d'Ottawa. Elle a été admise d'ailleurs au barreau et a commencé sa carrière en pratique privée en 2000. De 2002 à 2011, elle a agi comme procureure à la Cour municipale de Montréal. Depuis 2011, elle exerçait comme procureure au sein du directeur des poursuites criminelles et pénales. La Cour municipale joue un rôle, je vous le rappelle, de premier plan en favorisant l'accès à une justice de proximité pour les procès relatifs au Code de la sécurité routière, aux règlements municipaux aussi lavallois. Et pour le maire de Laval, Marc Demers, la Cour municipale est une instance importante du fonctionnement de la démocratie. L'arrivée de Mme Guérin comme troisième
juge à la Cour municipale est au diapason avec l'objectif d'augmenter le niveau de service offert aux Lavallois. C'est ce qu'il a aussi tenu à souligner lors de cette mention. Rappelons qu'en mars dernier, Claudie Bélanger, alors juge présidente de la Cour municipale de Laval, avait été nommée aussi à la Cour du Québec. Donc, voilà pourquoi une nouvelle juge ici à Laval de la Cour municipale. 2 anciens de Transcontinental achètent le Courrier Laval. 2 anciens gestionnaires de la division des médias de TC Médias Transcontinental, Martin Olivier et Martin Routier, ont fait l'achat du Courrier Laval le 15 novembre. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Une semaine, jour pour jour, après s'être départi de 21 de ses hebdomadaires régionaux, TC Transcontinental a continué de réduire la taille de son groupe de journaux régionaux en annonçant la vente de l'hebdomadaire, publié depuis 72 ans sur le territoire ici à Laval. 14 employés du Courrier Laval ont travaillé pour la nouvelle compagnie 2M.Media, propriété du président Martin Olivier et vice-président Martin Routier. 2 infographistes se sont joints à l'équipe. Les propriétaires ne s'en cachent pas. Ils sont très heureux d'avoir mis la main sur une équipe chevronnée de journalistes, conseillers en solutions médias, infographes et d'employés de bureau. Martin Olivier est un ancien joueur de hockey sous contrat avec les Canadiens de Montréal, a travaillé pendant près de 13 ans chez TC Médias, notamment en tant que directeur général du Courrier Laval durant 3 ans. Et pour sa part, Martin Routier a été directeur général d'une dizaine de publications de l'Ouest de Montréal chez TC Médias également durant 3 ans. La transaction du Courrier Laval porte également sur la vente de la propriété web rattachée à l'hebdomadaire de près de 135 000 copies. Et par ailleurs, une entente pluriannuelle a été conclue avec TC Transcontinental pour l'impression et la distribution du journal. Il y a aussi une entente avec les ventes réseau Select, les annonces classées et les ventes croisées locales. Cette transaction s'inscrit dans le cadre du processus de vente annoncé en avril par TC Transcontinental. Et l'imprimeur et éditeur avait alors indiqué vouloir se départir de 93 publications québécoises et ontariennes, ainsi que leur site Web. Nous recevons notre très cher Arès Bourlacou, qu'on adore, qui va nous parler de la formation du Conseil exécutif à Laval et du congrès du PLQ qui a lieu. De la CAQ. Et de la CAQ et du PLQ national. Aussi. Oui. Conseil national qui avait lieu week-end dernier. C'est ça, j'ai dit. Dans la belle ville de Sherbrooke, en plus. Oui, regarde, c'est ça que ça sert. C'est ça que ça sert un co-animateur, pour te reprendre quand tu échappes la balle. Merci, Alex, surtout par rapport à la politique. Mais merci de me répondre aussi, parce que tu m'as repris tantôt. Fait que chacun son tour. Oui, de politique. Et commençons tout d'abord avec le conseil exécutif de la ville de Laval, qui a peu de changements, il faut le dire comme ça aussi. Oui. Là. C'est le signe de la continuité. On s'attendait à cela, effectivement. En plus, il n'y avait pas le choix, vu le grand nombre de conseils que le parti du maire a réussi à aller chercher grâce aux nombreux votes, là, finalement. Effectivement. Donc, on a combien? 3 sur 4, effectivement, qui gardent la même place. Puis, c'est pas une surprise, c'est pas étonnant, l'étoile montante. Stéphane Boyer, qui a été d'ailleurs encensé dans les dernières années par l'UMQ, qui est l'Union des municipalités du Québec, avait reçu un titre pour justement définir son bon travail à ce titre, mais peut-être nommer ceux qui sont de retour. Donc, Sandra Desmeules, conseillère du district Concorde-Bois-de-Boulogne, de Virginie Dufour, conseillère du district Sainte-Rose, et de M. David Decotis, conseiller du district Saint-Bruno, donc qui sont de retour au sein du comité exécutif, mais peut-être spécifier pour les gens qui sont moins peut-être connaisseurs de ce que c'est un comité exécutif, de ce que ça représente au sein d'une ville comme Laval. Oui, s'il vous plaît. Moi, je m'adresse à toi. Je pense à toi. Détail. Pour ne pas entrer dans une définition stricte de l'administration publique, moi, je les vois comme les représentants du maire pour ce domaine spécifique. Fait que c'est une multiplication du maire, peu importe son nom. Dans notre cas, c'est messieurs. Et ils ont des dossiers aussi. Ils ont des dossiers spécifiques. Ça, par contre, ça va venir les prochaines semaines avec les responsabilités. Ils vont recevoir cela d'une manière très, très directe, très, très concrète. C'est la deuxième étape. Donc, il faut voir comme le représentant du maire, le bras droit, qui sont appelés à gérer, de point de vue politique, l'administration de Laval. Ça va être le lien entre
la politique et l'administration. Comme M. Decotis, par exemple, a le dossier du transport en commun. Oui. Et on sait que pour le maire de Metz, ça a été un gros dossier, c'est une promesse quasi de pouvoir améliorer le transport en commun et la ligne de métro également. Donc, j'ai l'impression que ce sera peut-être, évidemment, on parle, on jase, mais M. Decotis, on sait que c'est un des hommes, un des piliers au sein de l'équipe de Metz, donc on peut présumer qu'il, par exemple, pourrait conserver ce dossier-là. Oui, moi, je suis tout à fait, je partage cet avis. D'autant plus, si vous translatez ce type de politique en transport municipal versus qu'est-ce qu'on arrive avec les nouvelles propositions qui se font au niveau provincial, je trouve que l'arrimage... Une corrélation, là. Une corrélation directe. Puis, encore une fois, ça colle effectivement sur la politique du gouvernement provincial, peu importe encore pour son le monde qui ne allégeance. connaissent pas trop ça, comme moi, là, puis qu'on dirait que vous parlez dans votre bulle, vous deux, là, puis que vous vous comprenez. Non. On parle de choses très simples. Tu as parlé du transport, de commun, métro, oui, tout oui, ça. oui. Mais quel autre dossier qui pourrait être discuté, là, des exemples pendant Moi, cette période-là? encore une fois, je reviens sur mes observations pendant la campagne. Le développement économique. Là. Laval, il devrait y aller à un niveau supérieur, surtout développer, développer son secteur manufacturier. On voit qu'est-ce qui arrive avec le protectionnisme américain. En parallèle, on a signé l'accord à l'ALENA. On a signé l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Donc, on aura des nouveaux marchés pour couler nos produits. C'est une opportunité extraordinaire. C'est quoi le problème, en fait? C'est qu'est-ce qui nous retient encore? Donc, ça nous retient l'ALENA parce que c'est la politique protectionniste. Peut-être il va y avoir même une décroissance au niveau du PIB du Québec à cause de protectionnisme. Mais, comme contre-mesure, tu as le marché européen qui s'ouvre de plus en plus. Et ce serait intéressant parce qu'ils viennent négocier en janvier une tranche de cet accord de l'ALENA, de ce futur accord de l'ALENA. Ils viennent ici à Montréal. Tout à fait. Donc, j'ai l'impression qu'il y aura des émissaires, si je peux le dire comme ça, de la ville de Laval qui iront justement représenter la ville puis la grande région métropolitaine de Montréal parce qu'évidemment, ça va nous toucher de C'est une des raisons pour laquelle on le fait ici. Oui, tout à fait. Merci de nous avoir vulgarisé Merci, le tout encore une fois. Grand plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Nous avons une nouvelle chronique à l'émission, chronique immobilière. Ça risque d'être très intéressant. Moi, je suis très content. Moi très aussi. content. Domaine Moi aussi, on va en qui apprendre m'intéresse, beaucoup. mais que je connais pas tant que ça. Toi, je sais que tu es propriétaire. Moi, c'est ma troisième propriété, là, fait que je commence à connaître les rouages. Je commence à être pas pire là-dedans. Mais moi, je veux accéder à ma première propriété éventuellement, puis on peut en parler avec Alex Sadou, qui à fait. est Alex courtier Hadou. immobilier du côté de Remax. Merci d'être avec nous. Mais merci à toi. Bonne première. Puis justement, on va commencer avec la base. Comment on a accès? Moi, je suis un futur acheteur, donc comment je peux accéder à une première propriété, que ce soit condo ou maison, par exemple? Bien, ce qui compte avant tout, dans le fond, c'est de chercher le critère, quel type de maison que vous voulez, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce qu'il faut savoir, c'est aller se préqualifier à la banque. À la banque, ce qu'ils vont regarder, ça va être les revenus puis la mise de fonds. OK. C'est de savoir... Le cash down, le fameux cash down qu'on le appelle. fameux Donc, cash on down. part avec déjà un montant, puis là, on magasine avec ce montant-là. C'est ça, effectivement. Tout dépendant de la mise de fonds que vous avez dans votre compte de banque, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est combien vous voulez mettre, 20 ou moins que 20 Parce que ça a changé ces dernières années. Depuis, je pense, 5 à 6, 7 ans, là, il y a eu une nouvelle loi par le gouvernement conservateur d'avant qui avait passé une nouvelle loi, M. Flaherty à l'époque. Est-ce que c'est encore possible 5 de mise de fonds pour un cash down? C'est-tu encore en vigueur? Oui, effectivement, ça existe en ce moment, 5 de mise de fonds. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudrait passer par la SCHL. La SCHL, dans le fond, c'est la Société canadienne d'hypothèque puis de logement. Ouais. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils garantissent le prêt de la banque. Vous ne pouvez pas passer directement par la SCHL, il faut passer par une institution financière comme la TD, la RBC. Mais est-ce que c'est annonciateur? Tu sais, quand quelqu'un n'a pas les moyens de mettre 20 par exemple, c'est parce que 5 tu n'es peut-être pas prêt à t'acheter une maison. Mais 20 de 200-300 000, là, c'est un montant. Non, c'est 60 000 ou à peu considérable, près, mais quand même, est-ce que, tu sais, 5 je veux dire, à un moment donné, peut-être travaille 2, 3 ans, 4 ans de plus, puis est-ce que c'est pas justement d'y repenser 2 fois, tu sais, pour quelqu'un qui n'a que 5 donné pour une mise Bien, de moi, fonds? ce que je conseille, c'est d'y aller avec 5 de mise de fonds. C'est sûr qu'il y a une prime SCHL, dans le fond, de 4,5 qui se rajoute sur le prêt
Mais écoutez, mieux vaut acheter Ouais. maintenant qu'acheter plus tard. C'est ça que je me demandais, si tu nous conseillais d'attendre, d'avoir le 20 mais la SCHL, ça serait peut-être avantageux si on a l'intention de garder la maison 25 ans, mais pour quelqu'un qui va être là 5 ans et c'est tout, c'est peut-être Parce pas que idéal. ça change aussi, parce que quand tu as un condo, souvent un condo, c'est en attendant, tu es un jeune professionnel, tu n'as pas encore d'enfants, ou sinon ce sont des personnes âgées. Donc, le portrait de ceux qui ont des condos. Donc, est-ce que, justement, nécessairement, si on a un condo ou une maison, on doit regarder des choses de manière différente aussi pour le premier achat, selon vous? Ben, pas nécessairement, non. Je vous dirais, en ce moment, c'est sûr que les condos dans l'île de Laval, il y en a beaucoup en vente. Ça se construit, là. Ça se construit, puis il y en a beaucoup. C'est plus un marché d'acheteurs. Fait que si, mettons, vous voulez avoir l'embarras du choix, vous voulez bien négocier votre condo, le prix de l'achat de votre condo, c'est sûr que ça serait intéressant. Mais moi, ce que je conseille, plus d'aller dans une maison, un bungalow unifamilial. Ça serait mieux qu'un condo, là, en ce moment. Et encore là, est-ce que d'avoir un condo ou une maison de peut-être 10 ans de construction, de 5 ans de construction versus 9, est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce que c'est une valeur ajoutée? Est-ce qu'on est mieux d'y aller dans le neuf ou on est mieux d'y aller dans... Bien, c'est sûr que dans l'île de Laval, Ouais. c'est assez dispendieux. C'est assez dispendieux, oui. C'est ça, effectivement. C'est d'y aller d'une maison un petit peu plus vieille, je vous dirais, à petit budget, mettons dans les 250-300 000. C'est tout dépendant, dans le fond, de la mise de fonds que vous avez, comme je disais tantôt. Ça fait drôle d'entendre les prix de Laval comparé à d'où je viens, à Sorel. On est vraiment... Deux mots différents. Oui. C'est quoi les différentes sources de fonds acceptées pour l'hypothèque? Ben, écoutez, dans le fond, ce que vous pouvez faire, c'est râper, prendre de vos REER, les placements, vous pouvez avoir un don. Ça peut être dans Les le fond... parents, des fois, souvent, nous aident un peu pour le premier cash down. Oui, effectivement. Tu sais, ça peut être aussi la vente d'une propriété, la prendre comme mise de fonds pour un deuxième acheteur. Il y a différentes sources, dans le fond, de mise de fonds. Et le RAP, c'est le régime d'accession à la propriété, effectivement. C'est quoi exactement? Dans le fond, si vous rappez, vous prenez de vos REER pour pouvoir acheter votre première maison, là. Ouais. Et par exemple, en tant que courtier immobilier, il y en a qui choisissent d'y aller en solo. Et qu'est-ce que vous pouvez offrir, justement, en tant que courtier immobilier pour acheter une première demeure? Est-ce que vous pouvez les conseiller? Mais au-delà de conseiller, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez aider? Bien, moi, ce que je peux faire, je peux établir la juste valeur marchande. Tu sais, quand vous arrivez, mettons, vous n'êtes pas sûr si vous voulez l'acheter ou non, je peux vous donner la juste valeur marchande. Je peux vous conseiller par rapport au secteur. Je peux vous envoyer, vous faire préqualifier par un de nos partenaires. Tu sais. Fait que c'est un différent processus qu'on peut faire pendant tout le long de la transaction qui peut faire en sorte que vous allez économiser temps et argent aussi. Surtout que le courtier, il peut nous suggérer des maisons selon nos critères. Effectivement, selon vos critères. Tu sais, si vous travaillez puis vous n'avez pas nécessairement le temps de faire vos recherches, nous autres, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder tout ce qui convient à vos besoins, dans le fond aussi. Puis important de dire aussi qu'un courtier immobilier, vous avez des comptes à rendre, vous avez... tu sais, c'est pas n'importe qui s'improvise un courtier immobilier. Là. Effectivement. Nous, on est régi, dans le fond, par l'OACIQ, l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Fait que, tu sais, on est régi par cette association-là. Fait qu'on peut pas faire n'importe quoi, là. Ouais. Et sur le territoire lavallois, un acheteur type présentement, est-ce qu'il devrait y aller avec un condo, avec une maison? Je sais que c'est très, très large, mais présentement, là, est-ce qu'on devrait y aller? C'est plus avantageux d'acheter une maison ou un condo sur le territoire lavallois? Bien, tout dépendant de vos besoins. Ouais. Moi, personnellement, ce que je vous conseillerais, ce serait une maison. Pourquoi? Parce que la valeur de revente, elle va être pas mal plus rapide, puis ça va prendre plus de value qu'un condo. OK. Ah oui, littéralement parce qu'il y a plus de construction de condos présentement. Effectivement. Parce que les condos, ils ont stagné, puis il y en a beaucoup trop à vendre, comme vous dites. OK. Alex Adou, ce fut un plaisir. Bien, merci. Tu vas revenir à toutes les 2 semaines, à toutes les 2 pour la semaines. chronique. Excellent. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Exposition volante du Comité de développement local de Chaumédé. Après avoir passé 3 semaines sur les murs de la bibliothèque multiculturelle, l'exposition Chaumédé à découvert tout horizon sera offerte à la communauté pour qui veut bien l'accueillir en ses locaux. L'équipe du Comité de développement local de Chaumédé avait dévoilé ce projet de médiation culturelle fin octobre. Nous tenions à faire vivre une expérience d'échange culturel entre nouveaux arrivants, principalement d'origine syrienne et immigrants de plus longue date, en partant de photos, d'expliquer Marlène
Paradis, coordonnatrice du CDLC, qui a collaboré avec le réseau Artis dans ce projet. Ce sont 13 participants qui ont accepté de partager leur parcours à partir de photos et d'entrevues individuelles. L'auteur Inda Benabdallah a écrit les textes se retrouvant notamment dans un livre souvenir. Les citoyens et partenaires ont été très touchés et les échanges suscités par cette activité ont fait ressortir un besoin de dialogue entre les personnes, d'ajouter Madame Paradis. Ce projet a été réalisé dans le cadre de l'entente en immigration, programme mobilisation diversité pour la région de Laval 2016-2017 grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et de la ville de Laval. Rappelons que le CDLC est une table de quartier soutenue par Centraide et ayant pour mission de contribuer au développement de la communauté pour améliorer la qualité de vie et l'égalité des chances, et ce, par des actions collectives respectant la diversité et misant sur l'engagement des citoyens et de partenaires. Une récolte record. La campagne Centraide 2017 des employés et employés retraités de la ville de Laval s'est conclue par une récolte record, 196 705 $ ayant été amassés du 2 octobre au 3 novembre. L'objectif initial se chiffrait à 165 000 $. Durant le mois de participation, diverses activités de collecte de fonds ont été organisées par les employés. Tous ces milliers de dollars serviront aux gens moins fortunés. La remise du chèque s'est déroulée en présence du maire Marc Demers, Caroline Poupard, directrice de campagne Centraide, José Rinfray et Clément Bilodeau, coprésident d'honneur de la campagne Centraide, ainsi que Serge Lamontagne, directeur général de la ville de Laval. Mes salutations les plus cordiales. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme qui a un cheminement vraiment intéressant, Gloria Andrin. C'est un plaisir de vous accueillir. Moi de même. Gloria, Madame Gloria, dans votre cheminement, vous avez eu, pour vous, l'objectif principal, c'était de devenir autonome. C'est ça, c'est devenir autonome, je suis devenue autodidacte. Et puis, avec ça, l'expérience que j'ai eue dans ma vie, j'ai décidé d'écrire un livre. Vous avez décidé d'écrire un livre. Oui. Puis ça arrive comme ça, là, à un moment donné, on dit qu'on a un cheminement intéressant, fait qu'on va le mettre sur papier, quoi. Bien, c'est des connaissances, j'ai eu la vie pas vraiment facile parce que j'ai pas vécu avec mes parents. Et puis, c'est pour ça que j'ai voulu devenir autonome, pour pas être au crochet de personne. Et puis, le livre a pour but de l'être humain, tout ce qui est intérieur, au niveau des émotions, au niveau des croyances, des pensées, le respect, des vertus théologales. J'ai essayé de me former aussi, de corriger mes défauts, ma timidité, mes peurs, les défauts, ces à votre choses-là. âge, on n'en a plus beaucoup. On a essayé de les éliminer, mais il y en a tout le temps. Oui. La perfection n'est pas vraiment de ce monde, mais je tente la perfection. Et puis le livre a pour but de se connaître. Et puis pour mieux aimer, puis avoir la vie plus facile et puis accéder davantage au bonheur. Lorsqu'on a l'intention d'écrire un livre, ça prend combien de temps à se préparer pour tout accumuler tous les petits détails, quoi? Je me suis instruite après l'école par moi-même, tout en élevant ma famille. Autodidacte, quoi. Je suis autodidacte, exactement. J'ai pris des notes, des résumés. J'ai fait mienne aussi. J'ai pris le meilleur de ce que je pouvais pour pouvoir transmettre à mes enfants. Et puis maintenant, bien, au grand public, je peux le transmettre de par mon livre. Mais donc, c'est un long terme que vous aviez commencé déjà à anticiper. Vous anticipiez quand même écrire, prendre des notes. Vous anticipiez ce projet quand même depuis longtemps? Oui, depuis environ 30-35 ans. Et puis, avec plusieurs travaux que j'ai faits aussi à l'extérieur et puis l'expérience, je suis arrivée maintenant à pouvoir produire un livre pour que les gens puissent se reconnaître là-dedans, puissent savoir comment s'aimer, comment changer des choses pour être mieux. Je parle là-dessus des vertus théologales, des vertus qui nous amènent à changer aussi. Parce que beaucoup dans les vertus théologales, il y en a 7, mais moi, j'en ai écrit 8. La 8e, c'est la jalousie. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de ça dans le monde. Et puis, j'ai écrit un peu là-dessus. Fait que je pense que les gens vont se reconnaître là-dedans.
Dans votre cheminement, vous avez fait beaucoup de choses dans la vie quand même. Je crois que vous avez été administrateur de condo, courtier immobilier. Agent immobilier, chauffeur de taxi, chauffeur de limousine. J'ai donné des conférences. Je suis naturopathe, phytothérapeute. C'est sûr qu'en étant autodidacte, avec le temps, on apprend tous les jours. Donc, à ce moment-là, on accumule des données. Puis maintenant, bien, c'est ça. Je peux le transmettre dans un livre. Votre livre aura combien de pages environ? À date, j'ai 600 pages. 600 pages? Oui. C'est tout un volume, ça? Vous le faites seulement que dans un volume, 600 pages? 600 pages, oui, pour recouvrir tout ce que c'est qu'il y a à l'intérieur de l'être humain, les émotions, les malaises, toutes ces choses-là, en fin de compte, pour couvrir... Ce livre-là, il est écrit. Est-ce que vous anticipez déjà d'écrire un autre? Souvent, lorsqu'on écrit un volume, on a l'intention d'en écrire un autre. On a encore beaucoup de choses à dire. Oui, exactement. Il y en a un que je vais écrire, il est déjà commencé, sur la nutrition et les affectations. Et puis j'en ai un autre au niveau des pharmaceutiques, de la médecine et des religions. Ils sont écrits, mais ils ne sont pas encore peaufinés. J'essaie de finir le 600 pages pour la nouvelle année. Ah, pour la nouvelle année. Pour la nouvelle année, on va pouvoir l'annoncer, ces livres-là. Dire Gloria Adrien, son volume est sorti actuellement et il va être disponible dans les librairies. Exactement. Ça va être formidable, Pour une nouvelle vie, puis oui, exactement. Maintenant, dans votre cheminement, quand même, vous avez beaucoup de loisirs aussi. Vous êtes très sociable. Oui, je fais partie d'un groupe de chant grégorien. Je fais partie du groupe Les Jaseurs Boréales, des gens qui ont beaucoup d'expérience, échanger avec eux. Et puis, j'apprends le tango. J'essaie d'avoir un équilibre dans ma vie. Oui. Pour vous, l'équilibre, c'est quoi? L'équilibre, c'est la santé. L'équilibre, c'est de ne pas avoir d'excès, en fin de compte, équilibrer un peu tout. Des loisirs, un travail, des relations, un groupe d'appartenance. Le matin, je prends mon café au Donul avec... on a un groupe d'amis aussi. On fait des mots croisés, tout le temps en activité, en fin de compte. Ça veut dire que vous n'arrêtez pas. Vous avez toujours des projets, vous avez toujours le goût d'échanger avec les gens. Oui, parce qu'en apprenant, ça épanouit la personne. Ça nous embellit intérieurement aussi. Ça rend joyeux. Et puis, être à l'écoute des autres aussi, c'est important pour moi. Gloria Adrien, vous avez 3 filles, je crois. Oui, j'ai 3 filles, oui. Alors, vos filles doivent être fières de leur maman, du livre qu'elle écrit actuellement. Oui, mais ils ne sont pas tout à fait au courant. Ils ne l'ont pas lu encore. Ils ne l'ont pas lu. Ils l'ont pas lu. Ils savent que j'écris un livre parce qu'ils disent « Ah, maman, quand est-ce que c'est que tu vas avoir fini ça? On a hâte de voir, puis tout ça. » Ça va être formidable. Bien, Madame Gloria, ça va être fantastique de pouvoir voir ce livre-là, voir tout ce que vous avez vécu. C'est un petit peu votre vie que vous avez décrit dans ce volume-là. Oui, mais c'est pas personnel. D'accord. C'est général. C'est ça. Ça va toucher l'universel. D'accord. Oui. Madame Gloria, c'est un plaisir de vous avoir accueilli. Merci beaucoup. Merci à vous. Amélie Paul. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va-tu? Ça va très bien. Hey, ça va pas rapport, on recommence ça. OK. En présence de Nicolas Vincent Poirier, on jase de cinéma. Là, j'espère que cette semaine, ce film-là va te plaire. Ah, film mais ça a l'air... Ben oui, écoute... Enfant, jeunesse. Ouais, mais ça a l'air très bon. Je sais pas si c'est un film que les adultes peuvent apprécier aussi, mais ça a l'air... Oui, c'est un film que les adultes peuvent Coco. apprécier. Oui, Coco. Précisons oui, le tout à titre. fait. Coco qui se passe pendant le Festival des morts au Mexique. C'est un très bon film. C'est pas le genre de film que j'apprécie tant que ça. C'est vrai pas que c'est mon style. pas le public cible non plus. Non, je suis pas du tout le public cible. mais en dehors de ça, écoute, visuellement, c'est magnifique. C'est Encore parfait. une fois, Ouais. Pixar a fait un frappe fort. Je suis persuadé que ça va gagner un Oscar comme meilleur film d'animation. Je suis sûr, parce qu'il fait compétition avec quoi? Je veux dire, c'est tellement beau visuellement, ce film-là. Puis peut-être, allons-y avec le génie. Avant de préciser peut-être où on se trouve, le scénario et autres, Pixar,
Pixar qui sont complètement géniaux, ces films-là en général, de l'univers de Pixar. Mais c'est qu'ils prennent le temps, Pixar. Et cette Les bagnoles, idée-là- c'en est un autre. Oui, Mais bien... c'est relié à Walt Disney ou... Oui, bien, c'est que Walt Disney a acheté Pixar et, dans le fond, le film est fait par Pixar et distribué par Walt Disney. Et l'histoire de Coco a commencé en 2010. C'est le réalisateur de Toy Story 3, Lee Unkrich, qui a proposé cette idée-là. Et pendant, bon... Wall-E, on a The Finding Nemo aussi qui a été... Toy Story ouais. 2, le 3 aussi. Donc, tu sais, c'est un réalisateur d'expérience qui a toujours travaillé sur les films de Pixar. Donc, tu sais, ils ont passé plusieurs années à développer l'idée, justement, aller se renseigner au Mexique pour voir si, culturellement, ça s'était bien représenté leur Et c'est, je pense, Festival des Morts. Et c'est là où tu amènes un bon point, parce que dans les films qu'on a nommés, mais aussi les bagnoles, par exemple, qui est un autre produit, c'est réaliste dans le sens où, quand on a des courses, quand peu importe les segments, quand une voiture se fait réparer, par exemple, autant dans ce volet-là, dans ce film-là, la culture mexicaine est mise à l'avant-plan, puis on est très respectueux de ce que c'est, puis ça corrobore vraiment, je pense, aussi, c'est calqué sur la réalité en quelque sorte aussi. Il y a une part de réalité dans ces films-là, même si c'est de l'animation. Pour avoir été une tonne de fois au Mexique quand j'étais jeune, tu sais, ce que je peux te dire, c'est que cette culture-là des morts, de la manière que les squelettes sont faits, bon, ça représente tellement le Mexique. J'ai acheté plusieurs souvenirs, justement, que c'était exactement ce type de squelette-là. Au Mexique, c'est pas mal vu nécessairement la mort comme celui-ci en C'est Amérique bizarre, du Nord. je savais pas ça, que c'était très présent dans leur culture. Oui, très. Et d'ailleurs, Coco, c'est arrivé numéro 1 au Mexique. Puis box-office aussi nord-américain. Ben, nord-américain avec 50 millions, à travers le monde 155 millions. Et d'ailleurs, au Mexique, c'est la plus grosse sortie, justement. Coco, il n'y a jamais un film au Mexique qui a fait autant d'argent. Nicolas, est-ce que c'est un film d'animation musicale? Est-ce qu'il y a beaucoup de tunes? Parce que moi, j'adore ces films-là. Non, mais moins que ce que je pensais. Ah, OK, parce que c'est tout le temps quand la toune part que moi, je me dis, ah. Oui, moi aussi. Mais Toi aussi, t'as de la misère avec ça. c'est très correct. Mais moi, c'est les Vraiment, il y en a traductions Une ou françaises deux, que c'est j'aime pas. correct. Une Moi, ou c'est deux les, tunes, moi, ça c'est va, les là. films d'animation. Je suis d'accord avec vous autres, mais c'est quand les chansons sont traduites en français là, j'adhère moins aux chansons de films d'animation. Il faudrait que ça reste en version originale. Moi, c'est ce que je préfère. Et mis à part peut-être des classiques comme Le Roi Lion, Parce des que choses c'est comme ça, que là, important. j'ai comme... La j'étais toune- jeune. grandi. Oui, j'ai grandi avec ça. Oui, mais Alex, la toune, elle fait partie de l'histoire. Tu sais, c'est important que tu comprennes. Non, qu'est-ce que non, je suis ça d'accord. dit. Puis pour le jeune public, il faut qu'ils comprennent tout à fait, les jeunes francophones, puis les Québécois, par exemple. Oui, c'est tout à c'est fait, sûr. je suis d'accord, mais c'est sûr que maintenant, plus grand, si je vais voir un film comme celui-là, je le préférerais en version, les chansons du moins en version originale. Mais c'est un film qui est quand même hilarant, quand même drôle. Mais quand tu parlais aussi d'univers... tu sais, d'animation et tout ça. Ce que j'aime dans le film, c'est que là, faut dire que Coco, le jeune, lui, se transpose dans le monde des morts. Bon, tu l'as évoqué, mais c'est que lui, à la base, voit ses origines très modestes. On travaille dans une usine. Donc, lui, il veut sortir de ça. Et dans un pays comme le Mexique ou dans des pays qui sont peut-être un petit peu plus, je dirais, pauvres ou moins développés comme nous, on a la chance ici en Amérique du Nord, par exemple, et au Québec, au Canada, bien, c'est des réalités que les jeunes aspirent. On veut voir grand, mais c'est plus difficile de vivre nos rêves et de s'émanciper. Alors, je trouve qu'il y a comme un... Puis Pixar le fait assez régulièrement, mais il y a comme, avec Ratatouille, c'en est un autre exemple, mais il y a comme des messages qu'on lance encore une fois aux jeunes, je trouve. Je sais pas si t'es d'accord, là, mais... Oui, bien écoute, Pixar, c'est ce qui fait leur génie. Mais tu sais, surtout le fait justement qu'ils prennent leur temps pour faire quelque chose comparé à d'autres studios qui produisent ça en chaîne. Et d'ailleurs, moi, j'avais peur quand Disney a acheté Pixar, que justement, ça se transforme en juste une machine à produire des films. Quelque chose de drôle, c'est que Pixar a très, très bien respecté la culture mexicaine. Il n'y a pas eu de... Tu sais, des fois, quand on essaie de s'approprier dans un sens une culture pour faire un film, bon, des fois, il y a des controverses. C'est ça. Il n'y en a pas eu là-dedans. Par contre, la controverse qu'il y a eu, c'est que Disney a essayé d'avoir un copyright sur le nom le jour des morts. Ils ont changé le nom, Dia de Muertos. Ça, c'est ça. le vrai. Officiellement, c'était pour
faire de la publicité pour le film, mais tu sais, bon, ça commence jamais bien quand une grosse compagnie essaie de s'approprier le nom qui appartient à... C'est ça, à la culture mexicaine, là, tu sais, mais finalement, ils se sont dit non, c'est bon, on le fera pas. Au moins, parce que Donald Trump, depuis plusieurs mois, tente je dirais, de discréditer le Mexique. Fait que là, je suis content de voir qu'on va donner bonne presse. Ça arrive au bon moment. Ouais. Est-ce qu'il y a un message, on parlait de message, là, est-ce qu'il y a un genre de truc karmique là-dedans, que nos actions dans la vie vont avoir des répercussions après notre mort ou... Pas vraiment. Pas vraiment. J'ai juste vu la bande-annonce, alors je sais pas vraiment. C'est sûr qu'il y a beaucoup de morale, comme dans n'importe quel film d'enfant, mais non, on joue pas vraiment. On va pas jusque-là, OK. Mais là, c'est à voir au cinéma, mais là, il nous reste un petit peu de temps, puis j'ai le goût de peut-être d'y aller de 2-3 suggestions, parce que là, on commence de plus en plus dans l'esprit du temps des fêtes. D'ailleurs, il y a du sapinage. C'est ça. On s'est gossé des sapins en plastique. Plein de couleurs. Ah, c'est en plastique? C'est en plastique, en fibre de carbone. Tiens, on va dire ça de même en pétrole. Fait que, finalement, t'as dit 2-3 suggestions. Mais tu sais, j'aime Love Actually. Tu aimes sûrement ce film-là. Ouais. Mais Mon t'as-tu Dieu, d'autres? c'est ton style, Ben oui. Ben regarde, j'en ai une très bonne pour toi. Un film de Noël que personne ne se rappelle que c'est un film de Noël. Le premier, Die Hard. Ça se passe à Noël. J'ai Maman, adoré j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. C'est un classique. Et Die Hard. Tu sais, 2 classiques extrêmement violents, mais de manière différente. Oui. On n'a plus de temps, mais ça prenait quand même du culot, hein, lancer ça avec tous les gros canons du temps des fêtes, quand même. On y va, Pixar, let's go. Oui, J'ai bien, confiance Pixar, en eux. ils sont... dès que quelque chose de Pixar sort, veut dire ils ont leur place. C'est un effet. On n'est pas inquiets, ils vont rentrer dans leur argent. Et là, si on n'arrête pas, ce sera Daniel, notre caméraman, qui va va nous être chicaner. violent avec nous. Alors, voilà. Merci, Salut. Nicolas. 162 athlètes et entraîneurs récompensés aux 58 mérites sportifs lavallois. C'est avec grande fierté que les 162 athlètes et entraîneurs honorés au 58e mérite sportif lavallois pour leurs exploits sportifs ont reçu une médaille des mains du maire de Laval, Marc Demers, et du président de Sport Laval, Pierre Gervais. L'événement se tenait le 21 novembre, organisé par le service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social de la ville de Laval, qui a eu lieu au théâtre Marcelin Champagnat du Collège Laval. Entre les mois de mai et de novembre dernier, les récipiendaires de la soirée ont fait rayonner la région de Laval dans le cadre de divers championnats provinciaux, nationaux et internationaux. Ils ont fait notre fierté, affirme Marc Demers. L'athlétisme, la gymnastique artistique, la nage synchronisée, le patinage artistique, le soccer, le tennis, le baseball, le basketball, la gymnastique, l'haltérophilie, le judo, la natation, les quilles, le volleyball de plage et le water-polo sont les sports mis en lumière. Des 162 médailles remises, 16 sont d'or, 39 d'argent, voilà, et 107 de bronze. Faisant preuve de persévérance et de détermination, la basketteuse Camélia Brodeur est une source d'inspiration pour de nombreux jeunes atteints de dyslexie, d'un trouble du langage et de la mémoire à court terme. Camélia a su se surpasser à l'école pour réussir à se tailler une place pour participer aux championnats nationaux à 2 reprises, mais aussi aux Jeux du Canada. La joueuse de basketball mérite amplement le prix Voilà Pierre Marchand qui lui a été décerné. Le prix Pierre Marchand est une distinction remise depuis 2012 à une personne ou une organisation exemplaire qui, par sa détermination, persiste à pratiquer sa discipline malgré les épreuves de la vie et devient, par la force des choses, un exemple pour ceux qui le côtoient. Engagé dans le monde du soccer depuis plus de 35 ans, Pierre Marchand est plus président de la candidature de Laval pour la tenue de la 55e finale des Jeux du Québec à l'été 2020. La 59e édition du Mérite sportif aura lieu le 29 mai prochain et soulignera le travail des athlètes et entraîneurs qui se seront distingués entre les mois de novembre 2017 et d'avril 2018. Voilà. Le Rocket lance sa tournée au hockey mineur. L'organisation du Rocket de Laval qui a décidé de se rapprocher encore plus de la communauté en organisant quelques activités au cours des prochaines semaines. Et je vous en énumère ainsi. Vincent Lucier, président de l'amphithéâtre de la Place Belle, a indiqué qu'un concours a pris son envol pour le lancement de la tournée du Rocket qui vise les 6 associations du hockey mineur lavallois. Une équipe par organisation aura la chance de pouvoir gagner une pratique avec des joueurs et entraîneurs du Rocket au cours de la prochaine saison, donc peut-être de futures étoiles du Canadien de Montréal. Ils auront une occasion unique de partager la glace, de recevoir des conseils et de vivre leur passion aux côtés de joueurs professionnels. Ces derniers partageront leur savoir et prodigueront des trucs et des techniques le temps d'une séance d'entraînement. Ce concours s'adresse aux formations des catégories, dis-je bien, de novices à Bantam.
TLR Architectes, une compagnie lavalloise, a convié fournisseurs, clients, amis et convives pour célébrer leur 20e anniversaire dans la grande salle de la TAU à Montréal. Je suis avec Maxime. Voilà. Et Patrick. de chez TLR Architectes toujours. Donc, tous deux architectes. Depuis combien de temps environ vous êtes dans la firme? Moi, ça fait 17 ans. OK. Moi, ça fait 3 ans. 3 ans au mois d'octobre. OK. Donc, toi, tu étais là plus au début. J'ai commencé, on était 5. 5 personnes chez TLA, puis maintenant, on est rendu environ une cinquantaine d'employés. Et puis là, ce soir, réseautage. On voit clients, amis. On passe une belle soirée. Oui. Ben, c'est un peu aussi, c'est la fête aussi. C'est du réseautage, mais c'est la fête. C'est un accomplissement. C'est 20 ans. Je pense que 20 ans dans une vie, c'est important. Puis pour une entreprise, c'est encore plus important. Donc, je pense qu'ici, la soirée puis les gens qui sont là ce soir démontrent bien que je pense que c'est une grande famille. Oui. Puis je pense que la famille, elle a beaucoup d'amis. Donc, c'est intéressant. On le constate. Oui. C'est un beau moment pour nous là, de prendre après ces 20 ans-là pour les remercier. Hein. C'est du monde qui nous ont accompagnés, du monde qui nous ont motivés, qui nous ont fourni, dans certains cas, des projets, qui ont cru en nous. Donc, c'est vraiment un beau moment qu'on a pour remercier tout ce monde-là. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Pour l'occasion, ils ont convié Philippe Bond, un récent client satisfait des services de la firme, est venu ajouter son petit grain d'humour pour tester 50 minutes de nouveau matériel. Nous voici l'entretien que nous avons eu avec M. Bond. Tu viens faire un corporatif ce soir pour célébrer les 20 ans de TLR Architectes. Oui. Tu me racontais que les gars qui ont construit ta maison sont dans la salle. Bien, c'est un peu comme ça que j'ai eu le contrat, en fait. C'est que j'ai fait affaire avec un contracteur. Le contracteur, il dit, je vais faire venir des architectes pour dessiner les plans de ton garage et ta maison. Puis j'ai fait affaire avec TLA sans le savoir. Les gars sont arrivés. Puis 2 semaines après, ma gérante m'appelait pour me dire, écoute, TLA, c'est un groupe d'architectes. Bien, je sais, je dis, ils font ma maison. Ben, elle dit, ils viennent d'appeler au bureau pour savoir si tu allais faire leur party pour fêter leur 20e anniversaire. Fait que là, j'ai dit, OK, mais là, c'est un peu gênant parce que c'est des gars qui ont travaillé chez nous. Ouais. Là, j'ai l'impression de les connaître. Tu sais, je faisais des jokes dans mon salon pendant que les gars travaillaient, mais là, d'être payé et d'essayer de faire rire tout le groupe, ça va être quelque chose d'autre. C'est une autre affaire. Ouais, c'est là. ça, exact. Les gars de construction, ça te fait-tu peur un petit peu, ça? Pas vraiment? Non, ben, j'ai travaillé longtemps à sa construction. Puis j'ai un numéro, justement, là-dessus où j'explique que j'ai commencé comme électricien avec mon frère. OK. Sauf que là, je vois que c'est une formule cocktail. Les gens sont bien habillés, Oui, habillés, oui, cravates. oui. Fait que ça se peut que Ça je se peut skip que ce ça numéro-là. passe. Ben, je vais voir, je vais regarder. Je sais pas. Écoute, là, en ce moment, là, j'ai 2 hamsters dans la tête. Ça spinne 100 000 à l'heure, savoir ce que je vais faire comme matériel. Cool. J'ai pas encore décidé. Ben écoute, le mot de cabronne... Merci, je vais en avoir besoin. La firme lavalloise TLR Architectes en a profité pour lancer une nouvelle plateforme, une application pour votre téléphone intelligent. Application gratuite avec plusieurs niveaux de communication avec l'entreprise, information, processus interactif ainsi que des petits jeux pour passer le temps. Alors, c'était une soirée réussie. Encore une fois, joyeux anniversaire à TLR Architectes. C'était Stéphanie Veillé-Denis pour TV Laval. C'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Alex, on sait que le temps des fêtes, ça coûte cher. Alors, est-ce que tu as une suggestion pour nous, comme le bingo, par hasard? Peut-être. Ou sinon, ben, ayez pas de chum, pas de blonde. Au moins, vous allez avoir un cadeau de moins à acheter. Mais oui, effectivement, pour payer tous les cadeaux, je pense que c'est une très belle suggestion. D'ailleurs, tous les premiers dimanches de chaque mois, ici, TV Laval, on vous propose le bingo. Et puis, c'est 4 000 3 000 la carte pleine. TVRL.ca pour plus de détails. Moi, la semaine prochaine, ben, je serai au pôle Nord. Je vais aller aider les lutins à faire C'est pour une bonne cause. J'allais dire, tu m'abandonnes, les Alex, cadeaux. mais c'est pour une bonne cause. Mais je serai de retour par la suite. Alors, n'ayez Tu crainte. t'emballes des cadeaux? J'emballe des cadeaux. OK, je pensais que tu t'occupais de la liste des enfants Aussi. Ben oui, parce que je reçois, j'aide à lire les lettres, à transmettre le tout à la fabrique de lutins et par la suite, ben, je m'en vais dans la fabrique et j'aide les lutins à faire les fameux cadeaux et par la suite de les emballer. Je fais tout. Donc, le temps des fêtes, ça coûte pas si cher que ça parce que le Père Noël, c'est gratuit, les cadeaux qu'il nous fait. Ben oui, tout à fait. C'est gratuit, fait que oui. Fait que dans le fond, c'est correct, ça coûte rien. Non. C'est parfait. Fait que finalement, tu peux te mettre le 4 000 dans les poches.
Parfait! Excellent. Hey! Hey, je peux pas croire que je vais faire une émission sans toi, mais je vais être avec Stéphanie. Oui, Stéphanie Léveillé-Denis qui va bien t'accompagner. Ça, c'est clair. Alors, Ça va être une émission d'estrogène. ouais. Il y a plein de que je connais moins. aujourd'hui. À demain que je connais Il y moins a plein de l'estrogène. petits malaises dans cette émission, c'est formidable. Hey, OK, Hey, merci, Alex. je laisse t'occuper de ton estrogène. J'espère que ton estrogène va bien. Et moi, je vais m'occuper de ma testostérone. Excellent. Et tout va bien aller. Hey, merci tout le monde. Hey, Bonne salut, semaine. bye-bye.